Depuis la nuit des temps, une rivière du sud de la Belgique, la Lesse, s'enfonce sous la terre par un porche monumental. Ce porche, c'est le gouffre de Bellevaux. Pendant 24 heures, la rivière circule dans une colline calcaire. À l'autre extrémité du massif, la Lesse réapparaît à l'air libre, calmement, tranquillement. C'est la résurgence du trou de Han. Cette impressionnante caverne attire l'attention des hommes depuis des millénaires. Nous sommes à Han-sur-Lesse, la plus célèbre grotte touristique de Belgique. C'est par centaines de milliers que les visiteurs s'y pressent chaque année pour en admirer les beautés naturelles. La majeure partie de ces touristes ignorent qu'en sortant de la grotte, ils passent à côté d'un site archéologique exceptionnel. Aujourd'hui, le Centre de recherche archéologique fluviale fouille la partie extérieure de la résurgence du trou de Han. Ce n'est que la continuation d'un travail subaquatique commencé il y a plus d'un demi-siècle. Mark Jasinski fut le premier à plonger dans la Lesse, à l'intérieur de la grotte. C'était en mars 1959. J'ai pris mes bouteilles, je suis descendu dans le fond de la Lesse à 4 mètres de profondeur, dans l'obscurité quasi totale. Et lors de ma toute première plongée, j'ai trouvé de la céramique, des vases du 15e, 16e siècle et quelques objets de bronze énormément plus anciens. De l'eau trouble et glacée de la rivière souterraine, Mark Jasinski remonte à la main de nombreux objets, tels ce vase gallo-romain orné d'une tête de lion, une hache à aileron de l'âge de bronze final, ainsi que tout un assortiment de poteries. Avec son épouse Annette, il comprend qu'il va falloir utiliser des méthodes plus efficaces pour poursuivre les fouilles. J'ai fait mes premières armes en 1960 et 61 à Neuchâtel avec des amis plongeurs qui récupéraient déjà à cette époque-là les témoins de l'âge du bronze absolument phénoménaux qu'on trouve sur les rives du lac de Neuchâtel et d'autres lacs suisses. Et c'est cette technique-là que j'ai ramenée en 1963 à Hans-sur-Lesse. Et à cette époque-là, on faisait du travail assez brutal. On pensait qu'il était essentiellement utile à cette époque de récupérer les beaux objets pour avoir un contexte matériel des civilisations que nous explorions, mais on ne s'intéressait pas vraiment à la genèse d'un gisement archéologique subaquatique. Ces méthodes peuvent paraître aberrantes au XXIe siècle, mais à l'époque, tout restait à inventer. C'est Paul Cornet, un technicien qui travaillait pour la Société des grottes de Han, qui fut à l'origine de la découverte de ce site archéologique. Il s'intéressait passionnément à la grotte en explorant tous les recoins. Et il avait observé, au-dessus du cours de la Lesse, des sédiments accrochés aux parois, dans lesquels il avait observé des petits objets qui semblaient très anciens, notamment des foyers, du charbon de bois, des ossements, quelques débris de céramique. Et il m'a dit, Marc, il faut y aller voir, vous avez vos bouteilles de plongée, allez voir pour moi dans le fond de la Lesse. Moi je ne peux pas plonger, mais vous pouvez y aller. Dès les premières années de fouilles, le résultat s'avère tout à fait extraordinaire. Parmi les objets les plus anciens, des parures en or, un collier formé de 5 disques d'or, des boucles d'oreilles également en or, un véritable trésor. Nos trouvailles commencent à la fin de la préhistoire, période néolithique. Nous avons pas mal de beaux silex taillés, des armatures de flèches avec des pointes merveilleusement ciselées. Mais alors, l'énorme majorité des objets que nous avons trouvés est un peu plus tardif. Il s'agit de l'âge du bronze pour les archéologues, la fin de cette période au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ. Et ça, c'est stupéfiant, parce que nous avons compté près de 10 000 objets de bronze,
tous ne sont pas spectaculaires, hein. Nous comptons dans les 10 000 des petits anneaux, des petites épingles, mais nous avons des objets très imposants, des armes, des outils, des parures, qui constituent une des plus belles découvertes archéologiques en Belgique depuis la Deuxième Guerre mondiale, certainement. Ce qui n'avait jamais été fait à l'intérieur de la grotte se fait de nos jours sous les surplombs de la résurgence de la rivière. Parce que tout ça a commencé il y a très très longtemps et je me considère un peu comme le patriarche. J'ai découvert le site en 1959. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que ça veut dire 1959. Et donc il a fallu rajeunir l'équipe et curieusement ça s'est presque fait tout seul cette année-ci. Au point de départ, j'ai une vocation d'archéologue, on va dire, mais aucunement d'archéologie subaquatique ou sous-marine. Je m'appelle Anne-Sophie Hornard, j'ai 23 ans. J'étudie l'archéologie je vais rentrer en dernière année ici. Et je viens de Tignes, à côté de Sydney. Eh bien, je m'appelle Cécile Ancio, je suis archéologue depuis quelques années déjà. En fait, l'archéologie, je suis tombée dedans quand j'étais petite. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à faire des camps comme bénévole. Et puis ça m'a toujours pris, ça m'a plu. Et donc, j'ai décidé d'en faire mes études. Et puis, parallèlement à ça, j'avais commencé la plongée sous-marine à l'âge de 15 ans. Je plonge depuis 25 ans à peu près. Je suis 4 étoiles CMAS. Et j'ai voulu plonger un petit peu différemment des autres, c'est-à-dire plonger ce qu'on dit intelligent. Il y en a qui adorent la photographie sous-marine, il y en a qui préfèrent tout ce qui est faune et flore. Et moi, c'est l'archéologie subaquatique. À mon avis, ce qui a changé fondamentalement, c'est l'apport des jeunes archéologues de cette nouvelle génération qui ont, je pense, un magnifique avenir en Surlès. Dans les locaux de l'équipe, de nombreux objets découverts il y a plusieurs années attendent toujours d'être étudiés. Et alors, il y a un très bel objet qui était là, perdu tout seul. Il est quand même très joli, avec un personnage ailé, terrassant peut-être un dragon, ou que sais-je, à étudier, et ça n'a jamais été étudié. Il n'y a plus qu'à tout étudier. Et bien, si ce n'est qu'un échantillon, c'est prometteur. Oui, et c'était là comme ça. Donc il y a un peu de tout, il y a différentes périodes. Il y a pas mal de... Mais ils ont été reconditionnés de tessons de l'âge du bronze aussi, mais qui n'appartiennent pas à une forme bien précise, mais donc il y en a quand même une certaine quantité aussi, qui restera alors à déterminer, à quantifier, à retrouver les localisations, l'endroit où ils ont été trouvés. Il y a du boulot pour quelques années, oui, pour quelques archéologues, je crois. Les premiers résultats de ces études permettent aujourd'hui de mieux évaluer l'importance du site. C'est en fait pas tellement la découverte des objets, mais leur étude qui a permis de définir en fait le site d'Ans-sur-Lesse, de le mettre sur les cartes archéologiques, de comprendre en fait qu'on a affaire là à un site majeur à l'échelle de l'Europe. Et personne ne s'attendait à une découverte aussi immédiate. Alors comme tout petit archéologue amateur et un peu ignorant des usages, j'ai ramassé mes petites trouvailles dans une boîte en carton. Je suis allé à l'Institut des sciences naturelles, au Musée royal d'art et d'histoire, dans les universités. Tout le monde m'a ri au nez. À l'époque, personne n'imaginait qu'on pouvait faire sérieusement de l'archéologie sous les rivières et qu'une trouvaille même fortuite comme la nôtre, bien qu'elle ait été pensée par Paul Cornet, imaginée, on ne savait pas que ça pouvait avoir une signification. À l'époque, on croyait que l'archéologie dans les rivières et dans les eaux intérieures, c'était impossible. Plus tard, nous avons fait le pari inverse. Et c'est à ça que nous arrivons maintenant. C'est-à-dire que notre pari, c'est de dire on peut faire sous l'eau presque aussi bien qu'à terre. En tout cas, on s'y efforce. Pour comprendre un site archéologique subaquatique,
il faut d'abord savoir où on se trouve, aussi bien en surface que sous l'eau. Un élément essentiel d'un travail archéologique de qualité, c'est la topographie. Et ça, les archéologues terrestres le font très soigneusement avec des outils sophistiqués comme le théodolite ou même la station totale. Sous l'eau, rien de tel. Ces mesures que l'on fait à terre sont basées essentiellement sur des mesures d'angle et qui demandent une bonne visibilité. Or, sous l'eau, ce qui nous manque, c'est la visibilité. Et donc, nous avons trouvé un système extrêmement simple qui est basé uniquement sur des mesures de longueur, de distance, facile à exécuter même par mauvaise visibilité. Et ça, je dirais que c'est une avance méthodologique essentielle pour faire du travail topographique crédible sous l'eau. En réalité, un travail de sondage stratigraphique, comme on pourrait le faire en surface, avec bien sûr l'inconvénient d'être sous l'eau et de devoir parfois déplacer des blocs de pierre particulièrement pesants. La région wallonne nous a donné comme mission de chercher à comprendre la façon dont le gisement de Hors-sur-Lesse s'est constitué. Nous avons, en accord avec notre archéologue provincial Christian Frébut, élaboré un plan de travail que nous suivons rigoureusement et nous commençons à percevoir les résultats, c'est-à-dire que nous voyons bien clairement qu'au-dessus de la couche de sédiments, nous avons les objets récents, 19e, 20e siècle. Un peu plus bas, nous commençons à voir de la céramique d'époque Renaissance et il n'est pas douteux que bien plus profond, nous allons trouver des vestiges gallo-romains, des vestiges de l'âge du fer et même de l'âge du bronze probablement. Nous allons remonter les millénaires avec ce travail méthodique que nous exécutons actuellement. Il n'y a pas que le fond de la rivière qui présente un intérêt archéologique. À proximité de la Résurgence, 2 galeries sèches ont également été fouillées depuis le début du XXe siècle. La galerie des Petites Fontaines côté est et la galerie de la Grande Fontaine côté ouest. Une chose tout à fait stupéfiante s'est passée à Hors-sur-Lesse dans les grottes en 1902. L'administrateur délégué de l'époque, Édouard de Pierrepont, était aussi un éminent archéologue amateur. Et quand on dit amateur, c'était dans le sens noble du terme. C'était un homme qui connaissait la caverne, qui avait observé pas mal de dépôts archéologiques et qui a eu pour son époque une vision d'avenir extraordinaire. 1902, Édouard de Pierrepont commence ses fouilles dans la grotte de Han, spécialement dans la galerie de la Grande Fontaine d'ailleurs, et stupéfait de voir une stratigraphie, que nous avons ici sous les yeux, qui fournit des tas d'informations concernant des phases récentes de la préhistoire. Vraiment frappé par l'importance de cette découverte, de Pierrepont prend avis à gauche et à droite, et en particulier trouve un appui technique auprès de l'Institut des sciences naturelles à Bruxelles. Et là, l'idée apparaît que l'on pourrait réaliser un prélèvement un peu comparable à ceux qu'on avait réalisés quelque temps avant pour extraire de la mine de Vernissart des morceaux d'iguanodon. Alors, c'est très original comme technique de travail, c'est très nouveau, mais c'est aussi prévoir l'avenir en plus, puisque de Pierrepont estimait qu'il avait ainsi prélevé, et à très juste titre, un témoin stratigraphique. Car si vous vous promenez maintenant dans la galerie de la Grande Fontaine, il ne reste plus rien de cette stratigraphie, elle a été complètement exploitée. Donc les derniers témoins que nous avons, c'est ceci, et ce qu'il reste du témoin, l'autre moitié du témoin, que nous avons laissé dans le musée archéologique de Namur, et qui sera fouillé probablement dans 50 ans, voire davantage, au moment où l'on aura d'autres techniques de fouille. C'est ainsi que sur ce pilier stratigraphique, on a pu faire récemment une série de dates radiocarbone
qui forment maintenant vraiment la référence en matière de chronologie et d'occupation de la grotte. Les objets mis au jour appartiennent à des périodes très différentes, parfois assez espacées. Ce qui est surtout très clair maintenant, c'est que cette grotte n'a pas été fréquentée en continu du tout. Ce qui veut dire que probablement tous ces dépôts se font à des moments très précis, même pas nécessairement de l'année, mais de la décade, ou des moments très précis liés à des phénomènes astronomiques par exemple, une éclipse, que sais-je, un alignement particulier des planètes. Tout ça est observé à l'époque. On sait bien que les gens de l'âge du bronze et ceux de l'âge du fer aussi sont des astronomes au sens plein du terme. Alors là, c'est un grand mystère parce qu'on se demande quand même ce que ces objets font dans la laisse, puisqu'on sait qu'à cette époque-là, on n'avait plus l'habitude de se réfugier dans les cavernes pour se protéger des intempéries. On vivait dans des villages. Or, on n'en connaît pas. On n'a pas trouvé jusqu'ici des groupements d'habitation de cette époque dans la région. Je continue à croire au fait que c'est un site qui était conçu par les gens de l'âge du bronze et sans doute encore de l'âge du fer, donc aux alentours de 1000, aux alentours de 500 avant notre ère, comme un accès à l'autre monde, au monde des morts, au monde des ancêtres. Les gens viennent dans la grotte, jettent des objets dans la laisse, probablement des offrandes aux morts qui résidaient quelque part loin au fond de la grotte. Le problème est débattu, hein. Tout le monde n'est pas d'accord, mais il y a quand même pas mal d'indices très intéressants. Et ce qui est aussi assez fascinant pour tous ces objets de l'âge du bronze, c'est que leur provenance est très diverse. On aurait alors convergence d'objets venus de très loin, donc hypothèse d'un site sanctuaire, un site de pèlerinage. Mais encore une fois, je le répète, beaucoup d'archéologues ne sont pas d'accord avec cette manière d'interpréter le site de Han. Mais je suis assez réservé sur la chose. Je veux dire, je pense qu'on a des objets qui peuvent très bien se rattacher à des rites funéraires ou autres. Mais à côté de ça, je trouve qu'on a des mêmes époques beaucoup d'objets qui ne sont pas vraiment dans un contexte funéraire. Donc à mon avis, on se trouve probablement en présence d'un mélange de plusieurs choses, avec peut-être des vocations rituelles, mais probablement aussi des vocations d'habitat, de refuge, de stockage, ou des choses plus ordinaires, va-t-on dire. Non, c'est vrai que ça fait toujours mieux de parler de lieux de culte que de lieux de refuge, mais bon, je crois qu'il ne faut pas toujours nécessairement tout rapporter sur le funéraire ou sur le votif, et qu'il faut parfois se dire que les gens étaient un peu comme tout le monde et qu'ils utilisaient peut-être ça comme un bel entrepôt bien à l'abri, et voilà. Le fond de la laisse recèle également de nombreux témoignages d'une fréquentation à la période historique. Il y a l'époque romaine, dont on a retrouvé beaucoup d'objets, tout particulièrement un diplôme militaire en bronze décerné par l'empereur Trajan à un de ses vétérans. La caverne a servi de refuge aux populations environnantes pendant les périodes troublées du Moyen-Âge, mais aussi de repère de brigands. Au XVIe et XVIIe siècle, elle fut utilisée comme refuge lors des guerres et des invasions qui frappèrent la Belgique. À partir du XIXe siècle, des visiteurs commencent à s'intéresser aux beautés naturelles de la grotte. Les premiers touristes en quelque sorte. Les villageois de Han-sur-Lesse instaurent une tradition. Un tir de mousquet est effectué avant d'entrer dans la grotte, soi-disant pour en chasser les démons, surtout pour l'écho qui résonne dans l'immense galerie. Petite mise en scène, histoire de mettre les visiteurs en condition. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le trou de Han fut utilisé comme cachette par les résistants. Lors de la bataille des Ardennes, les habitants du village se réfugièrent dans la grotte pour échapper à l'offensive allemande. Les plongeurs retrouvent encore aujourd'hui quelques restes de cette époque. Les munitions.
Je fais un petit sachet munitions. Enfin, Philippe, les munitions, on ne les détruit pas? Ah, Le voilà, munitions. détruit. Le mousquet a été remplacé par un canon à air comprimé. Mais l'effet est toujours aussi surprenant. En fait, avec les centaines de milliers de visiteurs qui passent là chaque année, le site archéologique ne cesse de s'enrichir de nouveaux vestiges. Ça va jusqu'à hier, je vais dire, parce qu'il y a des choses qui ressortent que des touristes ont perdu parfois la veille. Maintenant moins, puisqu'on ne fouille plus vraiment sur le passage des touristes, mais du temps où on fouillait là où les barques passent, on trouvait des appareils photo, on trouvait un petit peu de tout, donc ça ne s'arrête pas, ça continue tout le temps et ce ne sont plus les mêmes styles de vestiges naturellement, mais là, on suit vraiment la trace de l'homme avec les découvertes jusqu'à aujourd'hui, avec les traces de l'exploitation touristique, des verres de quinquet, des choses comme ça, des anciennes lampes. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une interruption actuellement depuis le 17e, 18e, on continue à trouver des objets, pas toujours en quantité phénoménale, mais enfin on continue à trouver des objets quand même jusqu'à aujourd'hui. Fort d'un demi-siècle d'expérience, le Centre de recherche archéologique fluviale organise également des stages de formation qui ont acquis une réputation internationale. Et nous avons élaboré un programme de formation en accord avec nos collègues anglais de la Nautical Archaeological Society, avec lesquels nous collaborons. J'en suis fort fier parce que c'est le principal organisme international s'occupant d'archéologie subaquatique. Notre formation est copiée pratiquement sur la leur, bien que ce n'était pas intentionnel. On s'est aperçu que nous avions développé les mêmes principes. Et c'est logique, puisque les besoins sont les mêmes. Donc, nous entendons extrêmement bien. Mais alors, ce qui a vraiment changé ces dernières années, c'est que des jeunes archéologues sont venus à la plongée parce qu'ils s'intéressaient à nos travaux. Et autrefois, quand j'ai démarré, donc, je le répète, il n'y avait pas un seul archéologue, pas un seul dans l'équipe. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus que des archéologues. C'est vraiment une conjonction exceptionnelle d'avoir un site aussi riche et d'avoir eu une équipe aussi tenace que celle de Marc. Parce que bon, il est toujours là, c'est ce qui est extraordinaire, 50 ans après. C'est ça qui, pour moi, rend le site fascinant, c'est qu'il est aussi le témoignage d'une aventure humaine récente, mais il est par ailleurs le témoignage de tellement d'aventures anciennes. Et ça, c'est évidemment le grand plaisir de l'archéologue, c'est de pouvoir les décrypter et de s'apercevoir qu'il n'y a pas de répétition, quoi. D'une période à l'autre, la donne change, la raison d'être des hommes, des femmes, d'être dans cette grotte est différente. Tantôt on y va pour communiquer avec les morts et tantôt on y va pour échapper à la mort.